Et c'est ce qu'on disait, on n'a pas cette même vision, c'est qu'en fait tu fais tout le temps le même footing, le même tour, mais en fait c'est tous les jours différents. Parce que les saisons changent, le mental dans lequel tu es un peu différent. Puis des fois tu vas dire aujourd'hui j'observe, tu vas voir des choses, ça fait 200 fois que tu passes là, tu les as jamais vues. Et voilà, tu observes les animaux quand tu es dans des territoires un peu giboyeux. Moi il y a vraiment ça, j'aime vraiment ça dans la pratique sportive quoi. Et là tu pourrais amener un mec qui vaut 2,15, même 2,10 au marathon, s'il a jamais fait de trail, il se fait sortir quoi. Ouais, c'est clair. Même si potentiellement il a peut-être une VO2 supérieure et tout, mais c'est spécifique, descendre, l'excentrique, ce genre de choses, c'est vraiment un autre sport et ça commence à se développer, l'entraînement, et je pense que maintenant on commence à avoir du recul et une certaine expertise chez les meilleurs entraîneurs qui est reproductible et qui est adaptable aux athlètes pour obtenir des résultats assez rapidement. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Trail, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailers inconnus, organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figures médiatiques, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un athlète de niveau international. Il est vice-champion du monde 2016 et champion de France 2017 et champion du monde par équipe en 2019. Nous nous sommes entretenus à la descente du podium de l'RJ Sport Trail du Ventoux, lors duquel il a terminé deuxième derrière Mark Lochstein. Nous allons évoquer tout un tas de sujets et vous verrez que Nicolas est absolument passionné par sa pratique et cette discipline, et il nous fait la joie de manière très approfondie de nous parler de tous les aspects de son entraînement et de bien d'autres sujets. Mais je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Nicolas Martin. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Martin. Nicolas, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je suis ravi de t'accueillir sur le Let's Trail Podcast et je te remercie d'avoir accepté ma demande. Avec plaisir. Alors, pour décrire un petit peu le contexte dans lequel nous sommes, tu viens de descendre du podium du RJ Sport Trail Ventoux. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta course et comment ça s'est passé ? On va dire un peu comme d'habitude, une belle bataille avec un peu comme l'an dernier, à part que mon collègue de team Thibaut Garivier s'est blessé la semaine dernière, donc il n'était pas avec nous pour nous accompagner avec Marc et moi-même, donc ça a été un peu un duel avec Marc Lochstein, le Suisse du team Salomon. Ouais. On était 3 au sommet avec un Italien, Davide Scheraz. Et puis dans la deuxième partie, un peu avant le ravito 2, on est parti avec Marc. Et puis comme d'habitude, là dans cette partie où ça tournicote beaucoup et c'est assez technique, Marc a pris quelques secondes. Et puis j'ai jamais trop réussi à revenir. Après, j'ai un sentiment assez mitigé parce que j'ai une petite douleur sur le haut du mollet qui traîne depuis une dizaine de jours. Et là, ça s'est enflammé rapidement au bout de 10 minutes. Et c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure, j'étais plutôt en mode je vais bâcher que je vais voir la ligne d'arrivée, puis ça n'a jamais vraiment disparu, mais ça a tenu quand même. Ça a tenu. Bon, c'était forcément un tout petit peu bridant, à la fois physiquement, mais surtout mentalement, parce que du coup, tout de suite d'entrée de jeu, mentalement, j'avais une souffrance, donc c'est souvent un petit peu dur de se rentrer dedans dans les derniers kilomètres quand on a souffert comme ça, mais voilà, ça valide un bon hiver. Je savais que j'étais en forme, mais c'est toujours bien de le faire en compétition, donc voilà, j'ai pas d'objectif majeur avant Zegama qui est dans plus de 2 mois, donc et avoir le temps de se soigner, puis de continuer dans cette optique pour essayer de faire une belle course pour ma découverte de Zegama. D'accord. Tu étais, pour ceux qui ne le savent pas, tu étais sur le format 46 km. 46 km que tu as l'habitude de courir régulièrement, c'est je crois une dizaine de participations consécutives. J'ai commencé moi sérieusement, on y reviendra, mais en 2010, et en fait j'ai fait la première fois le Ventoux en 2011, en mars 2011, et depuis j'ai fait chaque édition avec plutôt une progression. Alors bon, j'ai gagné en 2016, mais c'était avant que Marc vienne, qui a gagné les 4 dernières éditions. Voilà, non, mais globalement, j'arrive toujours à aller un tout petit peu plus vite d'une année sur l'autre, à part un peu en 2018 où j'avais eu un hiver compliqué, j'avais été pas mal malade, mais
c'est une course que j'adore. Le parcours est vraiment ce que j'aime moi dans le trail. Il y a des parties un peu roulantes, il y a de la montée, il y a des parties techniques. C'est vraiment une course que j'aime beaucoup. Et puis on a toujours le beau temps pour lancer la saison, c'est toujours sympa. Il est très complet. Alors moi, pour ma part, j'ai fait le 24 km et c'est vrai que je confirme, c'est un super parcours, très complet, très diversifié. C'est vraiment très agréable. En plus, on a eu la chance d'avoir un super temps. Donc ça, c'était vraiment top, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a eu quelques éditions moi, au début des années 2010 où on avait eu le mauvais temps, mais là depuis depuis l'édition 2016, il a fait tout le temps beau, je crois, au moins pour la tête de course. J'ai un doute des fois sur certaines fins d'après-midi, mais c'est toujours des conditions vraiment sympas ici dans le Vaucluse, donc c'est toujours bien pour lancer la saison. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors là, c'est pas très chronologique comme organisation, mais en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qui est Nicolas Martin? Eh ben, donc je vais avoir 34 ans cette année. Actuellement, je suis trailer semi-professionnel, on va dire, avec mon partenaire principal qui est Oka One. Voilà, donc c'est un choix de vie que j'ai fait à la fin de l'année 2015 d'essayer de vivre de ma passion. C'est un petit sport, c'est très modeste. Moi, c'est vraiment la passion qui me guide faire ça, mais j'avais vraiment envie de pouvoir m'entraîner, d'avoir du temps pour m'entraîner, d'explorer mes limites et de pas avoir de regrets à l'approche de la quarantaine en me disant qu'est-ce que tu aurais pu faire. Donc voilà, là, tant que je peux faire ça, je fais ça. Et puis bon, j'ai quelques petites activités à côté. Alors cet hiver, je n'ai pas travaillé, mais les autres hivers, je travaillais comme skiman en station. Mais là, j'ai déménagé, je suis retourné dans ma région d'origine, donc j'ai pas travaillé cet hiver. Mais et puis bon, je fais un petit peu de coaching, j'aide quelques personnes, voilà. Et puis je vais passer des diplômes là d'AMM, commencer le diplôme d'AMM cette année normalement, donc pour commencer à penser un peu à la accompagnateur moyenne montagne. Ouais, accompagnateur moyenne montagne, tout à fait. Alors plutôt pour faire du stage trail, ce genre de choses, plus que vraiment le cœur du métier d'accompagnateur de moyenne montagne. Ça, et puis peut-être sûrement une formation un peu dans le coaching aussi pour même si ça me passionne, que j'ai des compétences, c'est toujours mieux d'être diplômé pour faire ce genre de choses. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours de vie? Est-ce que tu peux, en commençant déjà par ton enfance, qui était Nicolas enfant? Donc je suis né dans le Sud-Isère, dans le Trièves. C'est une petite région qui est un petit peu connue maintenant dans le milieu du trail, avec le trail des passerelles du Monténard. Moi j'habite juste à côté du parcours du trail des passerelles. Donc je suis retourné habiter là depuis quelques mois et j'ai grandi, donc c'est une région de moyenne montagne, donc vraiment au grand air, voilà, pour situer. La première boulangerie c'est à 7 km de la maison, pour donner un petit peu le milieu dans lequel j'ai grandi. Donc j'ai joué au foot entre 7 et 16 ans. Et puis après, j'ai eu de la chance dans le petit village où j'ai grandi. On était 4 garçons à peu près du même âge. Donc on faisait beaucoup d'activités. On faisait du vélo, on faisait du foot, on jouait toute la journée dehors. C'est vrai que c'est une évolution qu'on a pu voir avec les jeunes d'aujourd'hui, un petit peu, qui sont un peu plus connectés. Nous, ça n'existait pas trop. On jouait de temps en temps à la console, mais c'était très rare. Moi, j'en avais pas chez moi. Et puis après, l'automne, très tôt, je suis allé avec mon papa qui est chasseur. Ça a été ma première grande passion, la chasse. Maintenant, j'ai moins le temps d'y aller. Et puis, je continue à y aller toujours, mais ça me passionne un peu moins que ce que ça a pu l'être. Mais vraiment, l'automne, quand j'étais gamin, entre 8 et 20 ans, je passais toutes mes journées dehors à courir dans les bois après nos chiens. Donc voilà, c'est sûrement ça aussi qui a fait que j'avais quelques qualités pour le trail avant de commencer sérieusement. À partir de quel âge tu as commencé la chasse? Je crois que j'allais avec mon papa à partir de 5-6 ans. 5-6 ans? Ouais, tout petit. Et à partir de 10-11 ans, c'était vraiment... je me rappelle quand j'étais au collège, je rentrais le lundi, j'attendais qu'une chose, c'était le samedi suivant, quoi. C'était vraiment ça me faisait vraiment vibrer, mais vraiment plutôt la passion d'être dans la nature, avec les chiens, de comprendre les mœurs des animaux. Le travail des chiens, c'était vraiment ça qui me passionnait. Et je pense que le jour où j'arrêterai le trail, j'aurai de nouveau des chiens et c'est quelque chose qui m'attire, mais vraiment la connaissance de la nature, un peu différent de l'image que le grand public peut avoir de cette activité. Attiré dès le début par la nature à proprement parler, vraiment oui, ce milieu-là, après quoi. Le trail c'est pareil, moi quand j'ai commencé à courir dans les chemins c'était naturel, en partant de chez mes parents, il y a 50 mètres de goudron, puis c'est un chemin, et puis au bout de 500 mètres c'est un sentier si on veut, donc c'est vraiment ancré, je pense qu'on pratique aussi là où on vit, et puis moi je vis aussi un petit peu la course à pied comme ça, ancré dans le territoire dans lequel on vit. D'accord. D'ailleurs,
Une question me vient. Comment tu vis les problèmes qui existent parfois entre les chasseurs et les trailers, vu que tu as un peu les deux points de vue du coup? Alors moi je pense que c'est ce que je disais, il y a beaucoup de méconnaissance des deux côtés. Par exemple, pour expliquer brièvement, c'est que par exemple la chasse est vraiment inscrite sur un territoire donné. Alors souvent dans le sud de la France, c'est plutôt à l'échelle de la commune. Donc les chasseurs ne peuvent pas quitter ce territoire, contrairement aux trailers où on peut nous se déplacer, aller où il y a plus ou moins de monde. Après, je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire, en particulier avec les moyens technologiques qu'on a actuellement, de géolocaliser plutôt les battues, Bien parce sûr. que c'est quand même ça le principal souci. Mhm. Voilà. Après, il y a beaucoup de peur qui est, je vais pas dire illégitime, parce que quand on connaît pas, je comprends bien qu'une arme à feu, ça fasse peur. Après, globalement, quand une arme elle est bien utilisée, quand on respecte les consignes de sécurité, on a très rarement vu des accidents quand les chasseurs se comportent correctement et en respectant les règles de sécurité. Mais j'entends et je comprends les gens qui ont peur d'aller au milieu d'une battue, d'entendre des coups de feu, ça je comprends. Après, c'est pas évident parce que il y a aussi une notion, les gens le savent pas toujours, mais la nature c'est quand même en grande partie privée en France, enfin la forêt en tout cas, à plus de 70%. Et des fois les gens disent ouais, j'ai vu des chasseurs et moi qui chasse dans le territoire où j'ai grandi, moi je me suis déjà fait interpeller par des gens, ils étaient sur des terrains qui appartiennent à mon papa quoi, donc t'as envie de leur dire ouais t'es quand même pas chez toi quoi, donc il y a un petit peu ça, des fois, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'essaye un peu d'expliquer aux gens ça, parce que moi j'ai vraiment peur, et ça c'est plutôt mon côté trailer qui parle, c'est qu'un jour ce soit beaucoup plus fermé, et que bah non, Ça là, se radicalise quoi. Ouais, c'est ça, bah non, ici c'est les chasseurs, ils payent pour pratiquer, parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a l'aspect économique, bien sûr. Et dire bah non, maintenant vous passerez plus les trailers. Aujourd'hui, je pense qu'on peut pratiquer, enfin moi qui cours, je pense plus que la moyenne, j'ai rarement fait demi-tour dans ma vie, alors peut-être parce que je connais, parce que il y a aussi, je pense, beaucoup la manière dont on aborde les gens. Si vous arrivez vers les gens, moi j'ai déjà entendu des gens dire à leurs enfants, on dit pas bonjour aux chasseurs. Bon, bah, quand ça commence comme ça, forcément la rencontre va pas bien se passer. Moi, quand je cours souvent, je dis pas aux gens forcément que je suis chasseur tout de suite, et je discute avec eux, et globalement, ça se passe toujours bien, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux, donc tu as parlé un petit peu de ton enfance, tu as des frères et sœurs, non? Non, je suis fils unique. Fils unique, d'accord. Et donc le foyer familial. Alors mon papa était agriculteur et puis avait une entreprise de TP, donc il a toujours travaillé dans la région où on a grandi, et puis ma maman était secrétaire à la CAF, donc dans des centres sociaux, et puis les dernières années de sa carrière, maintenant ils sont tous les deux à la retraite, elle travaillait plus au siège en Isère à Grenoble. Et exclusivement chasseur ou sportif aussi, ou non, pas randonneur, du tout sportif, pas du tout sportif. Après j'avais mon oncle, enfin le mari de ma tante, par alliance, qui était prof de sport, donc j'ai commencé à courir en fait plutôt par du raid d'orientation avec l'un de mes cousins qui a une dizaine d'années de plus que moi. D'accord. Mais il n'y avait pas du tout de culture, enfin si on aborde un peu l'entraînement, j'y reviendrai, mais moi j'avais pas du tout de culture de l'entraînement avant de commencer sérieusement en 2010. D'accord. Donc d'ailleurs, puisque tu en parles, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes premiers pas dans le trail running? À quel moment ça s'est joué? J'ai commencé à courir, j'ai toujours un doute si c'est à la fin de la troisième ou à la fin de la seconde, mais je crois que c'est à la fin de la troisième. Je courais, alors j'avais commencé, je crois, donc l'été, ça devait être l'été 2001, où je courais 3-4 fois par semaine, je faisais footing d'1 heure. Alors maintenant que je connais mieux les intensités, je faisais tout le temps ce qu'on appelle du footing actif, donc en gros je courais toujours à 15-16, quoi. Je partais de chez moi direct, je courais vite. D'ailleurs, j'ai encore des tours vers chez moi, j'ai jamais réussi à faire les records que je faisais quand j'étais gamin parce que je courais. Et à ce moment-là, tu joues encore au foot? J'ai arrêté le foot un peu à cause de la chasse, parce que j'aimais tellement la chasse que les matchs de foot, en fait, au début, jusqu'en moins de 15, c'était le samedi après-midi, donc ça allait. Après, c'était le dimanche matin, donc c'était un peu plus compliqué. Et en fait, quand j'ai arrêté le foot, je me suis mis à courir parce que c'est une activité, c'est vraiment simple, la course à pied. On peut aller courir même à 18h avec une frontale, c'est vraiment quelque chose qui se pratique simplement, on n'a pas besoin d'autres personnes et tout, donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert la course à pied. Donc tout le lycée, je courais 3-4 fois parce que je pouvais pas trop courir la semaine, j'étais à l'internat, il n'y avait pas trop de temps pour courir. Et puis je suis pas trop allé en club tout de suite, j'avais pas du tout cette culture.
Puis après, quand j'ai fini le lycée, j'ai commencé à courir presque tous les jours quand je suis rentré à l'université. Mais je me suis pas trop inscrit dans un club. J'avais pas trop envie d'avoir de contraintes. J'aimais bien rentrer, aller courir. Et je faisais pas trop de qualité. Et puis j'ai commencé la première course, c'était en 2004. Donc là, j'étais encore en terminale, où j'avais fait 10 cols du Rousset, qui est une course qui n'existe plus, mais qui était une grande classique dans la Drôme, qui a été support d'un championnat du monde de course en montagne. Enfin, pas cette course-là, mais dans le même coin. Voilà, où j'avais terminé, je crois, 5e de mémoire. Première course 5e. Ouais, en suivant Thomas Véricel, qui est un ancien du team Salomon, qui est le premier team Salomon. Et en fait, c'était c'était un ami de mon cousin avec qui j'ai commencé à courir. Ils étaient allés ils avaient fait leur BTS ensemble, donc j'ai été parti pour le suivre, et puis j'avais un petit peu lâché sur le haut de la montée. Et après, j'ai fait quelques courses locales jusqu'en 2009. J'avais fait une incursion sur le marathon du Mont Blanc en 2007, où j'avais fini 8e et premier espoir. Un peu au milieu des coureurs du team Salomon. Il y avait Tormel Laure Blanchet qui avait fini 3e, et après j'avais fini juste devant Samuel Bonodo. Et à ce moment-là, tu n'avais pas de coach? Non, je courais comme ça. Et puis en fait, à ce moment-là, j'avais un petit partenariat avec un magasin chez Salomon. Et puis moi, j'étais pas du tout au fait de la pratique, de comment ça fonctionne le sponsoring. Et je passais mon BTS en 2008, donc j'ai pas trop fait de compète. Et puis du coup, le partenariat s'était arrêté fin 2008. Et du coup, 2009, j'avais fait une manche à Faverges, où j'avais fini 7e en ayant beaucoup de crampes, mais j'étais pas du tout préparé en fait. Ça allait bien, j'étais assez performant sur 20 bornes parce que voilà, ça durait 2 heures, et en fait je connaissais rien à la gestion de course, je courais beaucoup trop vite en fait. Du coup, ça tenait 2 heures, et puis après les réserves de glycogène étaient dans les chaussettes, donc c'était compliqué, je crampais beaucoup, j'étais toujours sujet, alors je le suis un peu encore, mais moins, toujours sujet aux crampes. Donc voilà, et c'est vraiment en 2010 au niveau Les Revards, où c'était une manche bonus du TTN à l'époque, donc un très très gros niveau, et où j'avais terminé 19e ou 20e. Le trail du niveau Les Revards, aujourd'hui, il est présidé par Hugo Ferrari. Par Hugo. Une de mes premières courses, c'était en 2005 au Malpassant, sur le petit format. D'ailleurs, ils sont revenus à peu près au même format qu'à l'époque, de 21 km. Et puis en 2010, c'était le grand d'une 50aine de kilomètres qui avait été remporté. Il y avait un super plateau par François Den devant Thierry Breuil et Patrick Bringer, qui allait être mon futur entraîneur. Et c'est là que j'ai rencontré Patrick. J'ai demandé de me suivre. C'était pas fait tout de suite, et puis je pense que ça s'était un peu fait parce qu'il suivait Thomas Laure Blanchet à l'époque, qui m'avait rencontré à l'occasion du marathon du Mont Blanc 2007, qui je pense lui a dit il y a un potentiel, et donc on a commencé en mai 2000. Fin avril, début mai de 2010 à le suivi, et puis depuis c'est toujours mon coach. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette relation avec Patrick Bringer du coup? Alors du coup, comme je te disais, j'avais pas du tout de culture, donc quand on a commencé à s'entraîner, j'ai vraiment découvert ce que c'était que s'entraîner pour de vrai. Des séances de qualité souvent répétées, des volumes assez... Bon, alors ils étaient modérés à l'époque parce que déjà j'avais un travail à temps plein, donc moins de temps, moins de récup. Mais j'ai vraiment découvert autre chose, du bi-quotidien le week-end, ce genre de choses. Et voilà. Et t'étais vraiment loin de ta pratique, t'étais loin de ce que tu pensais être... Alors en fait, Patrick, on a tout de suite orienté... Ouais, t'étais vraiment, loin. Enfin, surtout en volume, en fait. Je pense que j'étais pas très loin, pas du niveau que j'ai aujourd'hui, mais sur du court. J'avais déjà un bon niveau, je pense que j'ai jamais fait les courses en montagne, mais avec un peu de spécifique, j'aurais pu être rapidement en junior. Je pense que j'aurais été potentiellement capable de prendre une sélection avec un entraînement structuré. J'avais vu les résultats que j'avais fait à ces moments-là sur le trail, mais on a tout de suite orienté sur le long, donc j'ai eu un peu de peine à passer le cap. Après, j'ai eu souvent beaucoup de chance dans ma carrière. En 2011, par exemple, j'avais gagné ce qui était la Trail Running Cup, l'ex-Challenge Salomon, un petit peu par chance sur la dernière manche. Mes adversaires avaient abandonné alors que moi, j'avais pas prévu de faire la manche, donc j'avais gagné ça avait été motivant. En 2012, j'avais fait le TTN, j'avais terminé 3e, et puis j'avais été dominé un peu toute la saison par Sylvain Court, qui m'avait battu sur toutes les courses. Et puis il restait une place pour les championnats du monde fin 2012 sur les Templiers, parce que le vainqueur du TTN c'était Fabien Tolinos, qui avait gagné aussi les Templiers. Et puis moi j'avais fait une très belle course ce jour-là, j'avais pris la dernière place qualificative pour les championnats du monde 2013, donc j'avais fait les championnats du monde 2013, alors que je pense que par exemple Sylvain était à cette époque-là meilleur que moi, donc j'ai eu beaucoup de chance qui m'a permis de me motiver. Et puis
Après, je crois que j'ai vraiment passé un cap en 2015, début 2015, où dans l'hiver j'avais fait quelques modifications. J'ai souvent manqué d'endurance de force au début de ma carrière. Je grimpais bien pendant 30-40 minutes, mais j'avais du mal à répéter les efforts sur du trail long. Donc on avait fait énormément de home trainer, puis j'avais été assez rigoureux, j'avais arrêté le gluten pendant une période et tout, donc j'avais perdu un peu de poids. Et t'étais sur des formats, quand tu dis trail long, t'étais sur du marathon? Ouais, je faisais du marathon, je faisais souvent, j'avais fait 2 années de suite le trail tour national, donc c'était souvent des courses tour de 50-60. Donc en 2014, j'avais quand même fait vice-champion de France à Bulle-et-Baronnie, derrière Sylvain Court et puis juste devant Ludo. Et puis j'avais gagné la première édition de l'OCC, mais qui avait rien à voir avec aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de plateaux. Et après, vraiment pour moi, où j'ai commencé vraiment à avoir le top niveau français, c'est plutôt 2015, au Ventoux ici, où il y avait une course particulière avec la neige. Il y avait un gros regroupement. Au deuxième ravito, on était 14 après plus de 2 heures de course. Et là, c'est Julien Rencontre qui a gagné, qui a mis une grosse attaque, et j'avais été le seul à pouvoir suivre. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai passé un cap. J'ai aussi, cette année-là, j'ai fait 7ème des championnats du monde de trail avec quelques soucis la dernière semaine. Je me suis bloqué le dos, j'avais un travail assez physique à l'époque, j'avais couru je pense un tout petit peu en dessous de ce que je pouvais faire, et puis j'avais fait dans la foulée 8ème des championnats de France de course en montagne, donc course vraiment rapide, et là j'avais vraiment passé un cap. Pour situer, l'année d'avant j'avais fait 24ème, donc, et à partir de là j'ai vraiment passé un cap. Puis fin 2015, comme je te disais au début, j'ai arrêté de travailler. Et là j'ai fait une très belle course au Templier, qui était la première course que j'ai préparée en ayant vraiment le temps, où j'avais fini 2ème derrière Benoît Cory. Et puis après 2016, qui est peut-être ma meilleure saison, où j'avais fini 2ème de la Transvulcania, j'ai gagné le Ventoux avant ça, et puis j'avais gagné la Light Trail vanoise, et puis fait une sélection en course en montagne un peu 3 semaines après la Transvulcania. J'avais fait le championnat de France, j'avais fini 4ème avec une belle place un peu surprise au championnat d'Europe de 11ème, en préparant pas du tout parce que c'était une semaine avant une course de 60 bornes avec plus de 5000. Donc ça a été vraiment une grosse saison, et qui s'était clôturée en beauté avec un titre de vice-champion du monde de trail. Voilà, c'était ma meilleure saison. L'apothéose un peu de ta... Un peu, ouais. Après, je pense que je suis peut-être plus fort aujourd'hui physiquement, mais j'ai un peu eu quelques soucis les années suivantes, des petites blessures, des petits coups de moins bien. En 2017, par exemple, où j'ai raté complètement mes championnats du monde, où j'étais un peu en anémie, mais bon, j'avais fait quand même une bonne fin de saison. J'avais réussi à finir. En fait, depuis 2015, j'ai fait 3 participations au Templier, j'ai fait 3 fois 2ème. Et puis en 2018, j'ai connu ma première blessure, j'ai eu une fracture de fatigue juste avant les championnats du monde. D'accord. 2018, donc ça a été pas une période forcément dure à gérer, mais une première période d'arrêt et tout. Où, voilà, quand on est semi-pro, les résultats comptent quand même pour avoir des contrats, donc il y a un peu de pression. Et puis j'ai connu, je pense, ma meilleure course de ma carrière fin 2018 sur les Templiers avec Seb Speller. On a fait vraiment une très très grosse perf ce jour-là. Et voilà, après période de reconstruction, j'ai gagné à Skyrun un peu contre toute attente, hein. Même moi-même, je me attendais pas à gagner ce jour-là. Alors il faisait très chaud, j'avais fait une course moi à mon niveau, les autres avaient été un peu impactés par la chaleur. Et puis vraiment l'apothéose avec une grosse course au Templier où voilà, j'avais fini 2ème, mais sans le moindre regret, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir donné le meilleur de moi-même, et c'est aussi ce qui me motive aujourd'hui, essayer d'être une bonne version de soi-même, de faire des perfs qui, au-delà du résultat, de dire voilà, aujourd'hui j'étais proche de ce que je suis capable de faire, et c'est ça qui compte. Après, que tu sois premier quand les courses te permettent de l'être, mais voilà, l'an dernier je fais Golden Trail Series. Voilà, quand tu participes à Sardinal l'an dernier, tu comprends ce que c'est que le très haut niveau. En plus, c'est pas le format qui me convient le mieux, mais voilà, je fais 41ème en faisant pas une très bonne course, mais je pense que même avec une top course, j'aurais pas pu faire le top 20. Le plateau, voilà, mais quand t'aimes la compète, c'est ce que t'aimes, quoi. Être à la bataille quand t'es 25ème, voilà, si t'as l'impression que t'as fait une bonne course, en plus à Zinal, t'as le chrono, donc voilà, si tu fais un gros chrono, la place, elle est un peu anecdotique, quoi. Donc voilà, et puis fin de saison, j'étais un peu fatigué l'an dernier, j'ai beaucoup enchaîné les courses, et bon, j'ai fait un peu que descendre au fil de la saison avec des championnats du monde où j'avais fait 5ème, mais voilà, où je pense qu'avec la forme que j'avais au Ventoux, j'aurais sûrement fait un petit peu mieux, donc j'ai eu du mal à monter en forme. Et puis bon, du coup j'ai coupé au mois de septembre pour finir, et j'avais retrouvé des bonnes sensations quand
au championnat du monde de course en montagne où j'ai fait 9e et premier français, mais c'était pas encore les cadres comme j'avais aujourd'hui par exemple. Et puis bon, j'avais clôturé la saison avec Capton où voilà, j'avais fait presque tout devant jusqu'au 75e. Avec Hugo en grande partie, une belle partie de la course avec Hugo Ferrari. Vingtaine de kilomètres avec Hugo, puis après j'ai parti devant il y avait François Den, Cody Reed, et puis Cody était revenu sur la fin. Moi j'ai eu des énormes douleurs au quadriceps. Bon, j'avais fini quand même sur le podium, mais un peu déçu parce que j'avais mené une grande partie de la course. Mais voilà, puis cet hiver, retour, comme je travaillais pas, j'en ai profité pour faire un petit peu les crosses, retour un peu sur les champs de cross. Auquel tu n'avais pas participé depuis 2015, j'ai vu. Ouais, j'avais dû faire un cross en 2016 ou 2017 parce que c'était pas très loin d'où je travaillais et mon employeur m'avait libéré un dimanche après-midi, mais sinon quand tu travailles en station, le week-end c'est là que tu travailles, donc les crosses tu peux pas trop faire. Voilà, cette année j'ai fait 2 tours, j'étais malade pour les quarts de finale, donc je fais une dernière belle course sur les demi-finales. J'ai pas prévu de faire les France, même s'ils ont été annulés. Donc une belle course à la bataille, donc j'aime bien ça. C'est vraiment très relevé, il y a que des compétiteurs, c'est très différent du trail où voilà, aujourd'hui il y a un gros plateau, mais tu as 50, 60 coureurs qui sont vraiment compétiteurs après le derrière. Alors que sur un championnat de cross, et puis au fil des tours c'est de plus en plus relevé puisqu'il y a des qualifications, donc c'est vraiment une belle discipline. Après, je dirais pas que c'est ce qu'il y a de mieux pour faire du trail, surtout du trail avec du dénivelé, mais par contre, moi j'aime beaucoup la bataille qu'il y a. L'aspect psychologique du cross. Ouais, l'aspect psychologique, mais après, je pense que c'est par exemple ça t'endurcit beaucoup plus mentalement. Par exemple, de faire du ski alpinisme dans des conditions difficiles, ça se prêtera plus à ce que tu peux vivre en trail, par exemple, parce que bon, le cross, même quand il pleut et tout, c'est toujours que 30 minutes, quoi. C'est pas 3 heures où t'as des gelures. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la bataille et le fait qu'il y ait vraiment cette grosse densité, puis c'est toujours sympa, même si moi je suis pas vraiment fait pour ça, mais c'est toujours sympa de montrer que le trail c'est pas que de la randonnée, quoi. C'est clair. Merci d'avoir bien fait le tour de ta carrière, hein. Là, on a une bonne vision. Est-ce que tu peux nous parler de comment se passent les relations et les échanges avec Patrick en termes d'entraînement? Ça se passe comment, à distance? Ouais, c'est à distance parce que moi j'habite donc en Isère et lui est sur Clermont-Ferrand. Depuis l'an dernier, on utilise une plateforme qui s'appelle Nolio, qui est une plateforme française. J'ai vu ça, ouais, qui est assez similaire à. C'est plus connu que Training Speak, mais c'est vraiment 100% français, développé en plus sur la région grenobloise. Donc moi, je trouve sympa qu'on travaille avec ça. Donc, tu peux répéter, c'est Onio? Nolio. N-O-L-I-O. D'accord. Alors je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui est payant aujourd'hui pour l'entraîneur. Et par contre, l'utilisation pour les athlètes est gratuite. Donc l'entraîneur après peut décider de le répercuter sur le. Et c'est un outil de reporting c'est un outil où l'entraîneur peut planifier les séances et lui peut mettre des notes, l'athlète peut mettre des notes, et il y a un calendrier prévisionnel et un réalisé. Donc l'athlète a la main uniquement sur le réalisé. Donc alors après ça peut se synchroniser soit via si on a une Suunto par exemple, soit via l'appli Suunto chargée directement, soit après ça passe pas mal par Strava aussi qui est utilisé aujourd'hui, mais ils ont un nombre de connexions limité par jour, donc ils essayent d'utiliser plutôt les marques de monde pour limiter ces connexions sur Strava. Et en fait ça s'importe automatiquement sur la plateforme, et après l'athlète par contre doit venir valider ses sensations, il y a une partie commentaire, et donc après s'il n'y a qu'une seule séance, en principe la séance va prendre, si la séance de l'entraîneur a mis par exemple une rando course de 3 heures, tu as fait une rando course de 2h50, tac, ça va prendre la séance de l'entraîneur et puis ça va te mettre les commentaires de l'entraîneur, et toi tu peux mettre tes commentaires sur la séance. Donc, ça permet en un clin d'œil de tout centraliser pour l'entraîneur et qui va voir le planning de chaque athlète. C'est un peu plus simple que avoir des fichiers par exemple partagés Excel, ce genre de choses. Mais c'est vraiment sympa, ça permet d'avoir pas mal de retours. Alors après, moi je suis quand même très indépendant aujourd'hui parce que à la fois ça me passionne l'entraînement, donc moi je garde vraiment un entraîneur pour me décharger mentalement de la préparation, de suivre quelque chose. Par contre j'adapte en fonction de mes ressentis, de ma fatigue. Tu es très impliqué dans la structuration de ton après entraînement. Ça c'est vraiment quelque chose qui est pour moi fondamental, c'est que tu peux pas faire du haut niveau
en tout cas, tu peux pas faire du haut niveau personnel parce que moi, je pense qu'il faut toujours amener à ça, à son propre haut niveau, quoi. Parce que tu peux être très bon, mais si ton potentiel c'est d'être champion du monde et que t'es que champion de France, ok, tu fais du haut niveau, mais t'es pas à ton max. Et si tu veux être à ton max, faut être très impliqué quand même sur son entraînement, essayer de comprendre les choses. Parce que, alors soit t'as un entraîneur qui est avec toi tous les jours quand tu fais du très haut niveau, c'est ça. Et là, tu peux vraiment te laisser guider. Mais quand tu es tout le temps chez toi tout seul, il faut être capable d'adapter alors moi c'est pas mon cas, mais la plupart des gens ils travaillent, donc si t'as une journée de travail très épuisante, tu vas peut-être pas faire une séance très difficile, donc il faut être capable de changer un peu. Alors tu peux solliciter l'entraîneur, mais aussi le fait de savoir le faire un petit peu. Et puis moi je trouve que c'est quand même sympa de comprendre ce que tu fais, quoi, de progresser. Donc moi je suis il me fait une trame, après moi j'adapte, je modifie des choses si j'ai besoin en fonction de la fatigue, ce genre de choses, et après on échange une fois par semaine pour voir si tout va bien. Mais après c'est une façon de procéder qui fonctionne avec moi parce que j'ai une certaine expérience, mais après il y aura plus de suivi avec des athlètes qui sont plus neufs dans la discipline. D'accord, et tu as suivi un peu des formations en termes de... Non, j'ai pas trop fait de formation, mais aujourd'hui, avec Internet, si tu veux t'informer. Après, le trail, ça reste quand même un sport assez neuf, donc il y a beaucoup de choses aussi intuitives. C'est empirique. Ouais, c'est assez empirique, et puis je pense que... Alors, il faut pas, en tant que pratiquant, dire je vais reproduire ce que moi j'ai fait en tant qu'athlète à l'entraînement. Par contre, tu peux comprendre certaines choses qui, je pense, sont... fondamentales. Ouais, et que les gens qui pratiquent pas ont des fois un peu du mal à comprendre, quoi, parce que il y a certaines choses qui dépassent pour moi l'aspect purement physiologique, le travail sur fatigue, la capacité à courir vite quand t'es fatigué. Genre de séance que Patrick a toujours un peu fait rapidement, ça fait quand même de nombreuses années maintenant qu'il suit du trail, hein. Il a commencé avec Thomas Laure-Blanchet, je crois, au début des années 2000, 2002, 2003, donc ça fait quand même un gros recul, et des choses qu'ils ont compris de manière intuitive, qu'on commence à comprendre aujourd'hui avec la recherche, parce qu'il y en a de plus en plus, mais vraiment des bases, la force, le développement de la force, qui est vraiment quelque chose de très important en trail, et tout ce genre de choses. On a des fois un peu des formations, on peut pas faire du trail en prenant un plan sur route et en modifiant juste, je vais mettre un peu de dénivelé, donc c'est vraiment un sport spécifique. Je pense vraiment à l'importance aussi du sport croisé. Moi je fais pas mal de vélo, mais c'est vrai que c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de traumatismes, et c'est vrai que une culture... une école un peu européenne où il y a pas mal de sports croisés quand même, puis avec des entraîneurs qui viennent du triathlon, ce genre de choses, du vélo ou d'un peu multisport. Et par contre aux États-Unis c'est beaucoup plus course à pied, Jim est beaucoup plus coureur, presque ça. Après ils sont aussi très bons, je trouve, sur ces parcours-là très roulants, où c'est vraiment de la course à pied et où les qualités qui permettent de s'exprimer se rapprochent de la course à pied sur route, quoi, parce que bonne économie de course sur les parties roulantes, ce genre de choses. Aujourd'hui courir vite sur le plat, ça sert, hein, bien sûr, mais ça te sert 20 minutes dans la course. 10% de la course. Donc si dès qu'il y a une bosse, t'avances pas, t'as beau valoir 2,10 au marathon, c'est pas utile. Ça passera pas. Bon, après, quand tu vas 2,10 au marathon, t'as des grosses qualités physio, donc tu vas aller relativement vite. Mais là, tu pourrais amener un mec qui vaut 2,15, même 2,10 au marathon, s'il a jamais fait de trail, il se fait sortir, quoi. Ouais, c'est clair. Même si potentiellement il a peut-être une VO2 supérieure et tout, mais c'est spécifique, descendre, l'excentrique, ce genre de choses, c'est vraiment un autre sport, et ça commence à se développer, l'entraînement, et je pense que maintenant on commence à avoir du recul et une certaine expertise chez les meilleurs entraîneurs qui est reproductible et qui est adaptable aux athlètes pour obtenir des résultats assez rapidement. Et d'ailleurs à ce sujet-là, comment tu travailles ta force ? Ne serait-ce que qu'en parlant au niveau des cuisses, comment tu travailles, ou cuisses ou mollets, comment tu travailles ça ? Moi je fais pas de musculation, parce que c'est un truc qui me passionne, j'en fais pas. Faudrait que j'en fasse, mais je suis un peu... Un peu de PPG quand même ? Par contre je fais beaucoup de travail de PPG, plutôt poids de corps, ou avec juste un gilet de lestage, pas beaucoup de poids. Donc ça on en fait pas mal, surtout l'hiver. Après on fait un peu plus, alors là, vraiment de la PPG, on va travailler aussi le haut du corps et tout, c'est assez global. Après on fera un peu plus sur les jambes en période spécifique, ce qu'on appelle un peu plus de la PPS, de la préparation physique spécifique. Donc avec des charges assez faibles, type saut de grenouille, fente, des cloche-pieds, un peu de squat, un peu de squat, des squat jump, des sauts depuis un banc contre bas, un peu plus pliométrique, qu'un bond vers l'avant, ce genre de choses. Et ça combien de fois par semaine ? Ça va être 1 à 2 séances par semaine. Après plus typé vraiment force, moi je fais pas mal de vélo par contre.
Donc avec alors l'hiver plutôt de la puissance un peu max avec des sprints, ce genre de choses, des 7-10 secondes. Après des plus après ce qu'on appelle de la force sous max, de l'endurance de force, qui sur des... Alors au début on va faire des 3-4 minutes, après on va monter jusqu'à 10-12 minutes. Après il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui vont faire plutôt par exemple des 6x4, 6x5 grand max. Par contre ils vont vraiment demander à leurs athlètes de travailler avec le plus gros braquet possible, un peu différemment du vélo, où le vélo souvent on reste toujours c'est souvent travailler classiquement à ce qu'on appelle I2, ce qui est l'allure quand on fait une sortie de 4-5 heures, l'endurance. Moi je trouve que chez moi ça marche mieux de travailler plutôt ce qu'on appelle la I3, ce qu'on appelle un peu le tempo, quoi, l'allure de course, un peu plus haut. Et puis moi j'arrive presque, quand je suis bien, à presque tenir des puissances presque à mon seuil. Sur Je fais de la période force. de combien? Là, on va faire au début des 4-5 minutes, après on fait souvent des 10-12 minutes. Après, ça dépend un petit peu aussi des courses préparées. Après, on va faire des fois des 2 fois 20 minutes. Après, moi, je trouve que des périodes trop longues, on développe moins de force. Et puis, il y a aussi le côté, des fois, d'essayer de travailler un petit peu de qualité à la fois. C'est-à-dire que si tu travailles presque en I4, tu vas un peu faire du développement aussi physiologique en plus de la force. Du volume musculaire. Alors après ça, faut un peu se méfier parce que c'est très très sollicitant pour les tendons, donc faut quand même faire des séances de préparation avant, avec pas tout de suite des hauts niveaux de force, tout de suite des hauts niveaux d'intensité. Donc ça, c'est globalement progressivement on monte l'intensité avec toujours par contre des cadences qui sont entre 45 et 50 tours minute. Voilà, le vélo c'est un excellent outil. Après on est aussi vélo de route, hein, tu dis. Ouais, vélo de route. Après le VTT c'est je trouve plus fractionné, donc ça peut avoir de l'intérêt des fois quand on veut diminuer son volume de course à pied, mais on va dire c'est travail un peu de variation d'allure, on les fera plus à pied parce que c'est quand même spécifique. Bon, les transferts se font pas automatiquement. Si tu fais que du vélo, oui, tu vas être très fort physiologiquement, mais après la course à pied c'est quand même des chocs. Par exemple en 2018 j'avais énormément roulé parce qu'après ma fracture de fatigue j'avais un peu des problèmes au tendon, et à la CCC, à l'OCC j'étais je pense quasiment un excellent niveau physiologique, mais j'arrivais pas à trotter en bosse, c'est quand même spécifique. Il y a aussi beaucoup de sensationnel. Je pense que c'est quelque chose que des fois on néglige, mais le fait de pas avoir couru depuis longtemps, tu perds des repères d'allure et tu vas vite tendance à te mettre plus dans le rouge, parce que le corps est exceptionnel au niveau de la capacité à sentir l'effort. C'est-à-dire que tu vois là on fait une course quasiment à la même allure que l'an dernier, quoi, sans se le dire, et c'est parce que moi j'ai un âge où je progresse plus vraiment, et en fait voilà, vraiment sur une durée de 4 heures j'ai suffisamment d'expérience pour quasiment courir à mon max et toujours à la même allure quasiment, parce que le corps c'est extrêmement fin, et on le voit par exemple avec les capteurs de puissance en vélo. Moi quand je roule un peu, tu me casses le capteur, tu me dis t'as combien de watts, à 5-10 watts près j'arrive à donner, quoi. Le corps est extrêmement précis. Quand on a développé ça demande des années d'entraînement, ça demande de s'écouter, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire des footings, de te dire je fais un footing cool d'1 heure, tu vas avoir des variations de 30 secondes, quoi, sans le faire exprès, quoi. Le corps est il est vraiment capable de mesurer ça, quoi. C'est assez fantastique de développer ça, et moi c'est un des trucs que j'aime vraiment, qui me fascine le plus, c'est de dire à quel point le corps il peut sentir l'effort, quoi. Là par exemple la semaine dernière, c'est assez marrant, on allait à Majorque au même endroit en stage avec Oka, on a fait la même séance et à 5 mètres près, c'était des 3 minutes, on allait au même endroit que l'an dernier, quoi. Et tu te dis sans te dire je vais faire exprès, quoi. Le corps a vraiment une capacité à sentir l'effort en fonction de la durée qui est incroyable, quoi. De toute façon, sur comme un événement comme on avait aujourd'hui, sur 3h37 de course, vous avez 12 secondes d'écart. Oui, alors est-ce que c'est lié à... Ouais, mais tu vois, l'an dernier, on avait fait 3,39. À 2000 cette année, près, on fait 3,37. Bon, les conditions peuvent être un peu différentes. C'est vraiment très très proche en termes de performance. On te dirait, tiens, vas-y, essaye de courir 3,38. Tu n'y arriverais pas, tu vois, même en mettant des points de passage, en respectant des temps, tu vois. Là, c'est vraiment le fait de je cours à mon max, et mon max me conduit à ce chrono-là, et parce que vraiment, on est capable de tenir, je pense, tout le temps plus ou moins la même intensité si on a le même niveau de forme, quoi. Bon, ça c'est réservé quand même à des athlètes qui ont de l'expérience. Ouais, faut du recul, faut accepter aussi faut s'écouter beaucoup aussi. Voilà, faut savoir s'écouter, faut aussi être capable de dire là c'est dur, mais je sais que je vais y arriver parce que je l'ai fait X fois. Ça on en revient un peu au travail sur fatigue, c'est-à-dire que des fois les gens
par exemple sur des courses format templier, ils vont pas trop faire de travail sur fatigue, et puis ils vont croire que le jour de la course, quand ils vont avoir mal aux jambes, ils vont savoir faire. Ça arrive une fois sur 10 parce que le mec il est mentalement exceptionnel, mais la plupart des gens, j'ai mal aux cannes, c'est fini. Alors que quand tu l'as fait à l'entraînement, quand tu l'as fait plusieurs fois aussi en course, et ben tu te dis ouais j'ai mal, c'est dur, mais je sais, j'ai déjà fait X fois, ça va tenir. Si je lâche pas dans la tête, le corps il va tenir quoi. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu une séance de travail sur fatigue, ça se décompose comment? Ce qu'on fait assez classiquement, alors moi j'en fais peut-être un peu moins maintenant parce que je cours plus souvent, mais par exemple une travail on va dire de seuil en côte, par exemple un 5 x 6 minutes où voilà on travaille quand on travaille sur ce qu'on appelle le seuil, ce qu'on appelle le SV2, on travaille sur des entre 30 et 45 minutes en fonction de la période, mais on va dire par exemple qu'on fait 30 minutes de travail alors décomposé avec plus ou moins de fractions, ça peut être lié si t'as pas de buzz de plus de 5 minutes par exemple chez toi, tu feras 6 x 5. Après nous on peut faire ça 3 x 10, 3 x 12, genre de choses. Et une fois qu'on a fait ça, donc ce qui représente déjà une séance en soi, la plupart des gens ils font cette séance puis ils rentrent chez eux, là par exemple on va enchaîner 20-25 minutes de tempo. Alors pour quelqu'un comme moi c'est du 15, 16, 17 sur le plat ou sur du roulant, avec vraiment tu vois partir avec des sensations de jambes qui sont fatiguées comme tu vas avoir après 3-4 heures de course sur un templier, ou après 2 heures aujourd'hui, où faut courir vite avec déjà une sensation de mal aux jambes et de s'imprégner de ça. Alors après, c'est pas un travail, une intensité où tu développes vraiment des qualités physio, et aujourd'hui, quand on parle d'entraînement polarisé par exemple, c'est des zones qu'on essaye d'éviter parce qu'elles fatiguent, elles développent pas grand-chose. Elles sont pas trop traumatisantes, mais elles sont assez fatigantes sur le système nerveux, et en fait elles développent pas énormément de qualité. Mais bon, moi je crois que quand même quand tu fais du trail, ça reste ton intensité de course, donc faut en faire. Tu vois, parce que souvent on a des études sur du ski de fond, mais les courses sont plus courtes, donc forcément les mecs ils travaillent soit très cool, soit très haut, parce que finalement ce très haut c'est aussi l'intensité à laquelle ils courent en compétition, et donc forcément ils ont des notions qui sont un peu différentes et des problématiques qui sont un peu différentes des nôtres, mais voilà, courir sur des jambes fatiguées, tenir, te dire, parce que bon, au bout de 10 minutes souvent ça devient dur et t'as envie de lâcher et de dire non, je vais tenir les 30 minutes, et ça c'est peut-être ce qui va faire que la course suivante, quand c'est dur, quand les autres lâchent dans la tête, toi tu vas tenir quoi. Et c'est aussi un travail psychologique du coup, ouais, en parallèle. C'est vraiment ce côté psychologique là, pour moi c'est vraiment, toi, c'est vraiment cet travail aspect-là mental qui se fait à l'entraînement. Quand tu t'entraînes souvent sur la fatigue, il y a des matins t'es un peu en mode zombie, c'est dur d'y aller et tout, donc il y a déjà ça, mais en plus tu vois vraiment avec ces sensations un peu de fatigue et d'y aller sur cette fatigue, et ça marche vraiment, tu vois. Alors là on est sur des formats aujourd'hui qui sont un peu limite en durée pour que ça s'exprime vraiment, mais par exemple moi je pense que dès que ça dépasse mes meilleurs formats, c'est je pense 4, 6, 7 heures, parce que là il y a vraiment cette capacité à endurer, vraiment tu vois le côté endurer l'effort quoi, qui est important et qui nécessite, alors je pense que chacun a des modes de fonctionnement dans le cerveau qui font qu'on est plus ou moins adapté à ça, mais je pense que ça se développe aussi quoi. Est-ce que dans ta carrière il y a eu à un moment donné, longue carrière, un point d'inflexion dans tes performances, c'est-à-dire à un moment donné où tu t'es dit j'ai changé quelque chose et ça a été fondamentalement révolutionnaire pour mon corps et pour mes performances? Ouais, je pense que là où j'avais vu, j'en avais parlé tout à l'heure, mais c'est en 2015 là au Ventoux, où j'avais fait vraiment le job, mais c'était presque trop mentalement. J'ai du mal moi à gérer, à être hyper rigoureux sur l'entraînement, sur la bouffe et tout, et bon j'avais tenu 2-3 mois et j'avais lâché avant les championnats du monde, ce qui était quand même l'objectif. Mais ouais, j'avais perdu 2-3 kilos, donc je faisais 2 kilos de moins que d'habitude, donc forcément niveau égal. Rapport poids puissance. Ouais, je faisais, tu vois, en ce moment je fais plus 57-58, je crois que cette année-là je faisais 55-5, 56, forcément je grimpais mieux. Voilà, j'avais arrêté le gluten aussi, c'est ça qui m'avait fait perdre pas mal du poids, alors à la fois parce que moi j'aime beaucoup le pain, donc je pense que je mangeais moins aussi, mais aussi le fait que bon, ça reste pour un inflammatoire le gluten, même si t'es pas hyper sensible, donc après je pense que ce qui se passe souvent pour les élites, on a un peu de mal à voir, c'est que des fois on croit qu'il y a vraiment des grosses progressions, mais en fait souvent la progression elle va plus être symbolisée par le fait qu'au lieu d'être 4/5e tu deviens 1 ou 2 quoi. Du coup ça s'exprime plus, tu subis moins les courses, donc tu arrives plus à être à l'avant, et moi je pense que j'ai quand même progressé d'une manière assez linéaire. Après j'ai eu un gap forcément quand j'ai arrêté de travailler parce que j'ai fait plus de volume, mais j'ai pas eu vraiment, tu vois, de saut de performance à part voilà ça a été linéaire quoi. Ça a été assez linéaire. Après globalement voilà, ça dès que tu dépasses 5-6 ans d'entraînement régulier,
Au-delà de 500-600 heures par an, tu progresses plus de manière. Après, tu as des perfs qui peuvent sortir du lot, comme moi j'avais fait au Templier, parce que mentalement, tu es super bien, physiquement, mentalement, c'est le bon jour. Tu vois, la fatigue, tu as bien géré. Et puis dans ta tête, tu t'es dit, aujourd'hui, moi, c'était le cas, c'est que je me suis dit, je vais pas faire deuxième en laissant partir Seb, quoi. Je vais le suivre le plus longtemps possible, et c'est ça qui fait aussi que j'ai couru aussi vite, parce que mon objectif, c'était pas du tout la perf, le résultat à l'arrivée, c'était tu essayes de faire la meilleure course possible, quoi. Et voilà, mais après, globalement, moi, quand je suis bien reposé sur des formats marathon, bon voilà, je vais autour de 890, 900 ITRA. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, ça c'est mon niveau. Je sais que j'ai pas le niveau pour faire un podium sur les Golden quand tous les meilleurs sont là. Je l'aurais pas parce que c'est lié à ma physiologie. Je pense que j'ai jamais trop fait de tests, mais j'ai pas une VO2 max super élevée, donc bon, j'ai des facteurs limitants, j'ai d'autres qualités, mais j'ai un peu de mal. Tu vois, par exemple, l'an dernier au marathon du Mont Blanc, les 2 premières heures, je suis, on va dire, 15-20e dans la hiérarchie, alors que j'arrive à faire les 2 dernières, enfin la dernière heure 45 quasiment au niveau du podium, quoi. Donc je pense que j'ai des qualités d'endurance, de résistance qui sont au-dessus de la moyenne, qui sont peut-être proches du top niveau. Par contre, j'ai pas forcément les qualités physio pour le très très haut niveau mondial, quoi. Donc voilà, on fait avec, et puis j'en ai conscience. Donc une fois que t'en as conscience, tu l'acceptes, et puis c'est comme ça, quoi. Si tu devais donner un seul conseil unique à un nouveau trailer, ou un trailer, on va dire, de milieu de peloton ou de faux peloton, en ce qui concerne la performance, tu donnerais quoi comme unique conseil ? Ce qu'on vient d'évoquer, c'est de la patience. Parce que rien... Progressivité ? Ouais, la progressivité, la patience, tu vas prendre du temps pour aller vers le haut niveau, à la fois progresser sur les distances, mais aussi sur les volumes d'entraînement, mais vraiment être rigoureux. C'est pas du tout en phase avec la société, tu vois, dans laquelle on vit, où on veut tout de suite, mais le sport, c'est pas ça, quoi. Surtout le trail. Surtout le trail, mais tous les sports, globalement, si tu veux atteindre ton excellence, t'es obligé d'aller vers une pratique qui est raisonnée, qui franchit pas à pas, mais c'est vraiment ça, la progressivité, la patience, et être rigoureux sur le long terme, tu vois. Pour avoir de la perf pendant longtemps, il faut vraiment avoir une vision à 4-5 ans, quoi. Et en ce qui concerne, bon, ça se recoupe un peu, mais un seul conseil en ce qui concerne la durabilité, j'imagine c'est la même chose. Ouais, c'est un peu pareil, c'est être progressif sur les distances. Après, par contre, je pense qu'il faut assez vite saisir quand même ce que tu as envie de faire. Tu vois, moi je suis pas. Il y a des gens qui vont te dire faut faire du court, après faut faire du 20 bornes, après faire du 40, après faire du 80, puis après tu feras de l'ultra. Moi je suis pas complètement d'accord avec ça. Si vraiment ce qui te fait vibrer c'est l'ultra, tu vas pas attendre 10 ans pour aller faire de l'ultra, parce que pendant 10 ans tu vas pas prendre d'expérience sur l'ultra. Mais par contre, va pas falloir faire 3-4 ultras par an tout de suite la première année, quoi. Tu vois, déjà la première année, tu vas te dire je vais faire une course de 100 bornes, une course de 120 bornes en fin de saison, je vais faire des 50, des 60 en début de saison, voilà. En ayant couru quand même avant, hein. Si tu viens d'être sédentaire, au début, il faut même faire des courses courtes, quoi. Mais on va dire que si t'as un peu passé de sportif, voilà, il faut quelques mois d'adaptation pour le corps, mais si t'es progressif, ça s'adapte assez vite. Parce qu'en fait, il faut être surtout progressif, en fait, parce que quand tu te blesses, tu perds du temps. Très clairement, il faut mieux faire un peu moins de volume et puis monter progressivement que de vouloir faire plus de volume. Et puis tu vas faire, t'as des gens par exemple qui débutent, ils disent, moi quand on en parle par exemple avec le kiné en équipe de France, les gens disent ça fait 2 ans que je cours. Ah, mais les gens ça fait 2 ans qu'ils courent, mais en fait ils ont été blessés 12 mois sur les 24, quoi. En fait ça fait 1 an qu'ils courent. Et finalement, ils ont voulu tout de suite courir 3-4 fois, ils auraient mieux fait de courir 2 fois, 3 fois, puis progressif, et puis à la fin, au bout de 2 ans, ils auraient plus couru que ce qu'ils ont fait, quoi. Donc il faut vraiment cette progressivité pour éviter les blessures, parce que les blessures, c'est toujours contre-productif, quoi. Ah c'est sûr, c'est clair. On va changer de sujet. J'ai vu récemment que tu as effectué un projet sportif, collaboratif, associatif, éducatif, avec ton ami Stéphane Ricard, qui porte le nom de la lavande à la glace. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Ouais, donc c'est un projet qui a été initié par Stéphane, qui est professeur des écoles. Donc le parcours, en gros, partait du point le plus bas du département des Hautes-Alpes, à Ribier, donc presque vers Sisteron, pour se terminer à la barre des Écrins. Donc d'où la lavande, dans le territoire autour de Ribier, il y a de la lavande, pour finir à la glace, à la barre des Écrins.
Donc il a monté le parcours, il a impliqué ses élèves toute l'année. Donc pour monter le projet, puis pour travailler sur le projet, pour impliquer les élèves, donc ils ont fait de la géo du département, la géographie du département, des maths sur les calculs de distance, tout ça avec vraiment quelque chose qui était ancré dans leur territoire pour impliquer les élèves, et ça a très bien fonctionné. C'était quelle classe, CM1, CM2? C'était des CE2, CM1, si je dis pas de CE2, CM1. bêtises. Ouais. Voilà, donc les gens, et puis ils ont vraiment apprécié parce que voilà, c'est où ils vivent, et donc je pense qu'il y a beaucoup plus de sens, et ça c'est hyper important. Moi je suis pas prof, mais c'est vrai que je me rends compte avec le recul que vraiment si tu impliques les élèves, Bien si tu sûr. donnes du sens, ils apprennent beaucoup mieux, et Complètement. on a eu beaucoup d'enthousiasme. Le premier jour ils nous ont accompagnés sur un petit bout de rando. Et donc le projet faisait à peu près 500 km avec essentiellement du vélo et de la course à pied, mais on avait fait presque une dizaine de sports, de la via ferrata, enfin de la via sous terre, on avait fait du parapente, biplace parce qu'on n'en faisait pas, un petit peu de l'alpinisme le dernier jour, on avait fait du rafting, du kayak un peu, non, du paddle aussi. Ouais, on avait fait du paddle, un peu de canoë, un peu de VTT aussi. Et puis voilà, donc une belle aventure qui s'est terminée à la barre des écrins. Moi, c'était la première fois que j'allais à plus de 4000, donc j'avais fait une fois de l'alpinisme, mais c'était quasiment la accompagné première fois. de guides d'autres Ouais, montagnes. donc on avait fait avec moment-là. Vincent Delbar, qui était assez connu pour les plus anciens dans le trail, qui a gagné l'UTMB, donc il nous a accompagnés. Puis il y avait une autre cordée avec des copains, dont Martin Kern, qui a gagné aujourd'hui le 72 du Ventoux, qui habite, qui a un chalet dans les écrins, et qui a pas mal d'expérience en montagne. Donc on avait fait 2 cordées. La cordée de Martin, il y avait un autre ami, puis le caméraman, et puis une autre cordée de 3 avec Vincent et Stéphane. Et puis on a terminé ça là-haut. Qu'est-ce que tu en retires de ça alors? C'est vraiment une autre version de la compétition, par rapport à la compétition, mais c'est vraiment ce qu'on aime. Nous, le message qu'on voulait aussi transmettre, c'est qu'on peut vraiment vivre des choses exceptionnelles, dépaysantes chez soi, à côté de chez soi. Stéphane, il est né dans les Hautes-Alpes, moi je suis né... La région où je vis est frontalière des Hautes-Alpes. Et à des moments, je devais être à, 30-40 km à vol d'oiseau de chez moi, je connaissais pas. J'ai vraiment l'impression de vivre un dépaysement total chaque jour, à 2-3 endroits sur les routes. Je connaissais un petit peu quand on faisait le vélo, mais sinon, tout en trail, et des choses qui me paraissent aussi importantes. C'est-à-dire que c'est sympa d'aller faire une course à Cape Town, en Afrique du Sud, mais moi je suis pas toujours très à l'aise parce que j'ai quand même un peu des valeurs, tu vois, d'écologie, de préservation quand tu as grandi à la campagne, et aller faire des courses à l'autre bout du monde, ça a pas beaucoup de sens, alors que moi je sors de chez moi, je peux courir dans un super cadre. Donc il y a essayé aussi de faire quelques compètes, parce que moi c'est un peu mon métier aujourd'hui, mais aussi de vivre ces aventures près de chez soi, et puis vraiment découvrir ce qu'il y a à côté de chez soi, parce qu'il y a des terrains de jeu qui sont exceptionnels quand tu habites dans les Alpes. Est-ce qu'une vie suffit pour faire le tour des écrins par exemple, ou du Vercors, genre de choses? Je suis pas sûr, quoi. C'est clair. Donc voilà, alors moi je cours beaucoup de chez moi parce que j'aime pas trop prendre la voiture, mais j'aime aussi beaucoup. On en parlait avec Marc ce matin au petit-déj, c'est que il fait presque tout le temps le même footing, mais c'est ce qu'on disait, on n'a pas cette même vision, c'est qu'en fait tu fais tout le temps le même footing, le même tour, mais en fait c'est tous les jours différents, parce que les saisons changent, le mental dans lequel tu es un peu différent, puis des fois tu vas dire aujourd'hui j'observe, tu vas voir des choses, ça fait 200 fois que tu passes là, tu les as jamais vues, et voilà, tu observes les animaux quand tu es dans des territoires un peu giboyeux. Tu vois, moi il y a vraiment ça, j'aime vraiment ça dans la pratique sportive, quoi. Je vais faire encore quelques années de course à pied, je pense, de compétition, mais moi ce sera pas du tout un manque de plus faire de compète, quoi. Le jour où je tournerai la page, je continuerai à faire du sport. Ça correspond pas réellement à ce que tu es au fond de toi, en fait, la compète. Ouais, tu vois, moi aujourd'hui, mais j'ai aucune déception d'être deuxième aujourd'hui, tu vois, si ce n'est de dire j'avais une petite douleur et j'ai peut-être pas pu donner le 100%, mais si j'avais donné mon 100% et que Marc avait fini devant moi, ça change pas ma vie, quoi. Tu vois, c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui je serais pas un top compétiteur, parce que battre les autres c'est plus ce qui me motive, quoi. Au contraire, moi, je me sers des autres pour essayer d'être la meilleure version possible de moi-même. Et ça a évolué, ça, au fil du temps? Au départ, ouais, tu je pense que plus dans la compète. Alors après, je pense qu'il y a une chose qui se passe, c'est qu'au début, on va pas se mentir, à travers le sport, quand tu fais du sport de haut niveau, tu fais un truc où t'es bon, il y a la reconnaissance des autres, l'image que tu renvoies aux autres. Après, une fois que t'as passé quelques années, t'évolues avec l'âge, la confiance en soi. Aujourd'hui, tu vois, je joue pas la notoriété que je peux avoir,
l'estime que les gens peuvent avoir, ou même l'estime de moi-même, je la joue pas, tu vois. Aujourd'hui, C'est un autre vraiment, contexte. c'est un autre contexte, mais je pense que tu peux être même meilleur comme ça. Après, t'as peut-être pas le petit truc, mais après, je suis capable aussi, tu vois, quand c'est la bataille, de faire parler un peu l'ego, tu vois, parce qu'en fait, ce qui évolue, c'est d'être un peu moins esclave de son ego, mais d'utiliser uniquement l'ego à des fins d'outils, tu vois, de dire, allez, là, à ce moment-là, c'est l'ego qui joue, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, j'avais mal, et puis je me disais, ah, c'est la 10e, tu vas pas bâcher pour la 10e et tout, tu vois, et c'est ça un peu ça qui m'a laissé, tu vois, ça, c'est purement de l'ego, tu vois, de pas écouter forcément son corps, de se dire, t'as mal, tu devrais t'arrêter, et de trouver un petit peu le, Pas la compète pour la compète en fait. ouais, pas la compète pour la compète, j'aime pas en faire 200. Alors l'an dernier, je voulais essayer plus parce que les compètes me faisaient envie, mais c'était pas plus les courses danse me faisaient envie, mais c'est pas faire de la compète pour dire. Tu vois, moi aujourd'hui, quand je vais faire une compète un peu régionale, avec tout le respect que pour les coureurs, mais si j'ai le sentiment au départ que il y a 9 chances sur 10 que ce soit moi qui gagne, ça m'excite pas, quoi. Parce que c'est pas ça, tu vois. Ce matin, tu prends le départ. Alors oui, je sais que si je cours à mon meilleur niveau, il y a des chances que je fasse podium, mais par contre, il y a quand même 7, 8, 10 mecs qui peuvent te battre. Si tu es un peu moins bon, ils vont être devant. Et tu vois, c'est ça qui est excitant d'avoir des courses où... et encore là, on est sur un niveau national, plus, je te parle même pas des Golden, quoi. Les Golden, tu peux même pas avoir des objectifs de place si t'es pas dans les tout meilleurs, parce qu'en fait, le truc, c'est d'essayer d'être bon, quoi. Bon, et puis si t'es bon, bah... et que les autres le sont un peu moins, tu vas peut-être être top 5, mais pour un coureur comme moi, tu vois, déjà rentrer dans le top 10, faut faire une grosse perf, quoi. Et c'est ça qui me motive vraiment, quoi, aujourd'hui. Ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en course? Alors, mon pire souvenir, je pense que c'est les championnats du monde 2017 en Italie où je pensais être en bonne forme et ça a été super dur, j'ai eu des crampes de l'enfer et porter le maillot français, c'est une grande chance, mais quand ça se passe mal, c'est aussi très dur mentalement parce que je voulais pas arrêter et j'ai beaucoup souffert ce jour-là. Je pense que c'est mon pire souvenir. D'accord. Et ton meilleur? Je pense les Templiers 2018 parce que ce jour-là, j'ai vraiment eu l'impression de m'étonner, quoi, que le corps a étonné l'esprit et ça, c'est un truc de fou de te dire au 35e, j'ai dit je verrai pas la ligne d'arrivée, t'as joué, tu vas perdre et puis ça a tenu, quoi. C'est vraiment ça qui était fou. Je pense que tu as déjà répondu, mais quelle course souhaiterais-tu faire que tu n'as pas encore faite? Zegama. Vraiment, ouais. Après, c'est donc, on rappelle, c'est au Pays Basque, espagnol. Ouais, c'est une course avec une ambiance folle, une culture. C'est quel format de course? C'est un format marathon, il y a 42-2007, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, qui est une course avec une ambiance exceptionnelle, avec la ferveur des Basques. Voilà, là, en France, on a la Skyrun où il y a déjà beaucoup d'ambiance. Là, doit être puissance 5 ou 10. Voilà, vraiment cette course-là. Après, comme tout le monde, je pense à terme l'UTMB aussi, parce que voilà, le côté un peu mythique et puis le gros plateau de cette course. Après, j'ai fait Captone sur un 100 bornes et j'ai un peu du mal sur les courses longues au niveau biomécanique, donc je sais pas si je suis fait pour ça, on verra. Tu finis 3e quand même. Ouais, mais bon, la perf elle est moyenne, quoi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, la place, c'est sûr que les gens disent 3e, c'est bien. Après, bon, pour moi, c'était quand même assez loin de. Tu vois, François était dans une journée très moyenne. Lui, il est très très loin de courir à son niveau. Et moi aussi, et j'étais un peu déçu, tu vois, de pas faire une course un peu aboutie. C'est plus ça. Tu vois, j'aurais pu faire 3e et être super satisfait, même 4-5e, tu vois. Si j'avais eu le sentiment que ce soit abouti, là, j'avais vraiment eu 20 bornes à la fin. Bon, c'était. Tu m'aurais jeté des pièces, quoi. Enfin, en gros, Cody, l'anecdote, Cody me dépasse, qui avait 3 courses à ce moment-là, qui étaient sur le même parcours. Il m'a même pas vu, quoi, parce que j'allais moins vite que les coureurs du 35 et du 60. Ouais, j'avais des douleurs folles, donc c'était un peu ce côté pas abouti qui était. Alors peut-être parce que je suis allé trop vite avant, ça c'est une autre histoire, mais c'est plus ça d'essayer de faire une course aboutie. Et puis après, ça c'est. Je le vois assez bien à l'entraînement, c'est que moi j'aime bien faire 3-4 heures toniques, tu vois, donc un peu... aujourd'hui c'est plus que tonique, mais tu vois, j'aime bien faire ces entraînements qui ressemblent un peu aux entraînements marathon. Après faire 7-8 heures en montagne, tu commences à avoir des douleurs parasites, c'est pas le truc qui me fait vibrer, donc je me dis pour faire de l'ultra, bah si t'aimes pas ça, ça va être compliqué, quoi. Et d'après ce que tu me dis, t'as pas l'air d'avoir trop le profil à vraiment faire de l'ultra à partir de 100, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est ça, et puis je pense que mentalement je suis pas fait. Après, tu vois, par contre j'ai envie aussi de vivre le côté prendre le départ d'une course où tu sais pas si tu vas réussir à finir, et de trouver, et tu vois, peut-être même pas de partir avec des objectifs de place, tu vois, juste de dire là aujourd'hui je vais essayer de finir la course. Et voilà, après quand t'as la physio, tout ça, bah si tu fais une course aboutie, voilà, je pense que faire un top 10 UTMB en termes de niveau sportif, c'est pas un truc qui est très compliqué. Par contre, réussir à être bon
pendant 160 bornes à pas avoir de problème et tout, ça demande une expérience et puis ça demande de réussir à surmonter, à peut-être travailler, tu vois, sur certains déséquilibres qui font que tu as des douleurs qui arrivent, tout genre de choses qui peuvent donner aussi des axes de réflexion pour l'avenir. Et toi, comment tu te vois dans les années à venir, aller sur du plus long du coup ou pas Après, forcément j'arrive à une période de ma carrière où je me projette pas énorme parce que bon, on a des projets avec ma compagne un petit peu d'ordre pro et tout. Et voilà, s'il y a vraiment quelque chose qui démarre, je peux arrêter la compète dans les 2-3 ans, tu vois, comme ça. Et puis dire, tu vois, bon, alors plus sûrement pour installer quelque chose et puis peut-être revenir après plus vers 40 ans. Mais tu vois, je me dis pas encore, je vais faire 7-8 ans forcément de compète. Ça, c'est pas sûr, tu vois. Je sais pas trop, quoi. C'est un peu au feeling, quoi, en fait. C'est un peu au feeling, voilà. Après, tu vois, t'as aussi le fait que ça fait même quelques années que je fais ça de manière un peu pro, donc je sens qu'aussi des fois mentalement il y a un peu plus de mal à se rentrer dedans et moi j'ai énormément de respect parce que j'aurais aimé que tout le monde fasse ça, c'est-à-dire de respect quand t'es sponsorisé, de donner le meilleur de toi-même parce qu'il y en a d'autres qui attendent, tu vois. Bien sûr. Et dire je fais ça qu'à 80%, je trouve pas ça respectueux des autres, même si à 80% peut-être que je mérite un contrat parce que je suis meilleur que d'autres. Tu vois, j'ai vraiment le côté quand tu prends un contrat comme le mien qui a tu dois le mériter. Tu te dois d'honorer ça, quoi. Tu vois, comme si t'es cycliste pro, tu fais le job quand il pleut, tu vas t'entraîner parce que t'as 20 mecs derrière qui aimeraient être à ta place et que si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour les autres, par respect, tu vois, pour les autres, quoi. C'est clair. Qu'est-ce qui te fait courir ? Avant tout, le besoin d'activité physique, le fait d'aimer courir. Tu vois, moi j'aime vraiment courir, j'aime tous les sports, mais tu vois, si j'aime vraiment la course à pied, c'est pour la simplicité. C'est-à-dire que t'as pas de soucis matériels, on parle des blessures, mais tu vois, tu mets tes baskets, tu peux courir partout, c'est vraiment praticable. Voilà, quelqu'un qui est commercial et qui bouge partout en France, il peut courir quand même tous les soirs s'il veut. Tu trouveras toujours au pire un tapis dans un hôtel, tu vois, tu peux toujours courir. C'est vraiment ça qui est pratique dans la course à pied. Et puis moi, au début c'était vraiment explorer autour de chez moi et puis ça sera peut-être ça dans les années à venir, courir pour découvrir les sentiers autour de chez moi. Principalement la découverte, donc ouais, la découverte de l'environnement qui t'entoure. Vraiment courir, quoi. Après bon, forcément moi c'est un peu une partie de mes revenus, donc je cours aussi parce que c'est la compète. Il y a des fois j'ai pas forcément envie de faire une séance dure, je la fais parce que voilà, comme je te disais, par respect, mais j'aime avant tout courir pour la sensation que ça procure et le fait d'être dehors et de faire de l'activité physique, de rester en forme, de permettre de faire des choses que les gens entre guillemets normaux ne peuvent pas faire, des sorties de 40-50 bornes en 5-6 heures, voilà, de permettre de découvrir des super territoires rapidement, c'est quand même génial, quoi. C'est clair. Si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au podcast, ça serait qui ? Une seule personne ? Je vais conseiller un de mes amis pour sa sagesse et puis sa longévité au haut niveau, c'est Julien Rancon. Julien Rancon. Voilà, ça permettra, si tu veux être aussi un peu plus axé entraînement, il est entraîneur et il a fait STAPS, donc voilà, ça pourra permettre d'axer un peu plus là-dessus. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de recul sur la compétition, une grande longévité, donc ça peut être quelqu'un de très intéressant. Ok, très bien. Alors là, on va passer à la partie qui termine le podcast, c'est les questions rapides. Alors il faudrait que tu répondes sans argumentaire par des réponses courtes. Plat favori après la course ? Une pizza. Boisson favorite ? De l'eau. Gel, bar ou les deux ? Plutôt bar. Fait maison ou industriel ? Plutôt industriel, mais de la petite production avec Baou, j'utilise. Courir en France ou à l'étranger ? Plutôt le plateau, donc ça dépend, mais j'aime bien les deux, mais je suis pas forcément dans la découverte. Donc j'aime bien courir en France aussi. Terre ou caillou ? Plutôt terre. Racine ou verglas ? Racine. Tu préfères courir de nuit ou de jour ? De jour. L'hiver ou l'été ? L'été quand même. Seul ou accompagné ? Je le fais souvent seul, mais j'aime bien être accompagné aussi. Je subis plutôt le fait d'être seul, on va dire, parce que où j'habite, il n'y a pas trop de coureurs, mais j'aime bien aller avec des copains quand je peux. D'accord. Nicolas, merci beaucoup. Tu as répondu avec brio aux questions rapides. Je te remercie énormément d'avoir répondu à ma demande et d'avoir partagé avec nous ce moment. Merci à toi. Ce moment agréable. Super sympa. Et puis je te souhaite une bonne continuation pour tous tes podcasts. Merci beaucoup, Nico.
Et je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Nicolas Martin. Et je tenais de nouveau à le remercier d'avoir participé à un des épisodes du Let's Try Podcast. Si vous souhaitez retrouver Nicolas Martin sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, vous pouvez le retrouver sur Facebook à Nicolas Martin, sur Instagram à NicoMartinTry, ainsi que son blog nicomartintry.com. En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, si vous souhaitez nous rejoindre, sur Instagram Let's Try le podcast, sur Facebook Let's Try Podcast, sur YouTube Let's Try, et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle. J'espère vous retrouver pour un nouvel épisode du LTP, et d'ici là n'oubliez pas, vive le try libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut